J'ouvre le second débat de ce Sens Public. C'est un droit de suite que je vous propose plus de 2 mois après la mort d'Alexeï Navalny dans une prison de l'Arctique. Nous allons explorer l'histoire des assassinats politiques en Russie. Vladimir Poutine fait de la terreur un pilier de son pouvoir depuis un peu moins de 20 ans, mais il s'inscrit aussi dans une longue tradition, pas seulement soviétique d'ailleurs, on va le voir. Avant d'en débattre, le reportage de Mathias Arez. Il a rencontré l'historien russe exilé Sergueï Medvedev. Alexeï Navalny, Boris Nemtsov, Yevgeny Prigojine ou encore Sergueï Skripal. Depuis 15 ans, les empoisonnements et autres assassinats politiques envers les opposants à Vladimir Poutine se multiplient. Pour Sergueï Medvedev, historien critique du Kremlin en exil, l'explication se trouve dans l'ADN du président russe. Depuis le premier jour de son arrivée au pouvoir, Poutine gouverne par le biais d'opérations spéciales. Il crée l'état d'urgence et soustrait des personnes à la loi. Il y a donc des tueurs secrets qui se déplacent en Russie, en Grande-Bretagne et en Europe pour commettre tous ces empoisonnements. Mais il ne s'agit jamais d'une ingérence directe. Il n'y a pas de guerre directe, pas d'assassinat direct, pas d'exécution. Il s'agit toujours d'opérations secrètes. Il travaille donc comme un homme du KGB. Si l'occupant du Kremlin tire toujours profit de ces événements, il n'est pas toujours à la baguette. Il s'agit d'une sorte de cadeau mortel à Poutine pour lui montrer qu'il a du pouvoir et pour plaire aux tyrans, pour plaire aux souverains, une façon très perverse d'agir à la manière des anciens. C'était donc comme un sacrifice offert à Poutine. Il en a probablement été de même pour l'assassinat d'Alexeï Navalny. Il est possible que cet assassinat ait été perpétré par un service de sécurité, mais comme une sorte de cadeau à Poutine. Car Poutine est une personne très méchante et revancharde, et il ne pardonne jamais à ses ennemis, même des années après. Mais le problème se retourne contre le nouveau tsar de Russie. Ce climat de suspicion voit tomber le président russe dans une forme de paranoïa. Plus il tue, plus il a peur de la mort. Il finit par ressembler à n'importe quel dictateur à ce stade de sa tyrannie. Je crois donc qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été affectées à sa sécurité. Il goûte à la nourriture, à l'air, vous le savez, il transporte même ses excréments après lui, dans un coffre spécial, dans un bunker spécial. Ainsi, il ne les laisse pas derrière lui et il n'y a pas d'analyse pour connaître son état de santé. En 25 ans à la tête de la Russie, Vladimir Poutine a emprisonné ses opposants, les a fait tuer ou au mieux les a poussés à l'exil. Un exercice du pouvoir qui s'apparente à une dictature aux yeux de l'Occident. Voilà pour cette rencontre avec Sergueï Medvedev. Je vous donne le titre, je vous le rappelle, de son livre « Une guerre made in Russia » aux éditions Buchet-Chastel. Voilà, on le voit s'afficher. Les assassinats politiques en Russie, c'est le thème de notre débat. J'accueille Nicolas Werth. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, président de Mémorial France, on va y revenir, et auteur de Poutine, historien en chef, livre paru chez Gallimard en 2022. Vera Grandseva, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Politologue, spécialiste de la Russie, vous êtes enseignante à Sciences Po. Paul Gogo, bonsoir et bienvenue. Vous êtes journaliste, correspondant en Ukraine puis à Moscou pour nos confrères de Ouest France et auteur de Opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass, livre publié aux éditions du Rocher. Et évidemment, Azine Ahmed Chaouch est resté à mes côtés, éditorialiste politique. Je l'ai dit, Nicolas Werth, vous êtes président de Mémorial France. Mémorial, il faut rappeler ce que c'est. C'est peut-être la plus ancienne, la plus célèbre des ONG russes, interdite en Russie. Je crois que ça fait un peu plus de 2 ans. Oui, depuis décembre 2021. C'est ça, donc un peu plus de 2 ans. Mémorial Nobel de la paix en 2022. Son travail continue d'une certaine façon. Quel est le travail ? On est en plein dans cette thématique historique sur la répression et les assassinats politiques. Oui, donc Mémorial continue, fort heureusement, avec une nouvelle organisation qui s'appelle l'Association Mémorial Internationale, qui est basée en Suisse, à Genève, avec 15 branches, 9 branches européennes, 3 branches russes en émigration, des branches en Russie encore locales, et puis une branche ukrainienne. Et il s'agit de faire la lumière sur la répression des années soviétiques, c'est ça? Oui, alors écoutez, il y avait toujours 2 orientations principales dans Mémorial. Il y avait d'abord
la perpétuation de la mémoire des répressions de masse de l'époque stalinienne et soviétique en général, et la défense des droits humains. C'est c'est la caractéristique justement de Mémorial d'avoir cette double orientation. Et aujourd'hui, eh bien, on continue le travail, donc ce collectif international maintenant, à la fois pour documenter les arrestations fort nombreuses, les centaines de prisonniers politiques, et puis également pour perpétuer au fond cette mémoire qui est totalement occultée de nouveau, des crimes staliniens. Oui, et on va revenir évidemment sur l'utilisation de la menace, de l'assassinat politique, de la répression par Vladimir Poutine depuis qu'il est au pouvoir. Il faut évidemment faire attention aux comparaisons historiques, mais quand même, Vera Grantseva, est-ce que vous diriez que Vladimir Poutine se rapproche par certains aspects des pires heures dont on parlait à l'instant du stalinisme ? Oui, je dirais que c'est ça. C'est pas tout à fait au même niveau que, par exemple, a eu le Grand Terreur dans les années 30 sous l'Union soviétique. Mais néanmoins, c'est le modus operandi maintenant du régime de persécuter les gens qui sont critiques. Ils peuvent être de niveau politique, ça veut dire les gens qui ont des projets politiques qui veulent contester le régime. Ça peut être juste les gens simples qui critiquent tout ce que fait le gouvernement, qui ne sont pas d'accord, mais qui n'ont pas de projet politique pour renverser le régime. Donc les deux catégories, aujourd'hui, sont devenues les victimes du régime. Et dans cette logique, effectivement, elle ressemble à la logique soviétique de Grande Terreur, mais l'échelle, pour l'instant, n'est pas la même, oui. Heureusement. C'est pour ça que je disais attention aux comparaisons historiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de répression de masse. Ils sont plus ponctuels, mais néanmoins, ils sont aussi efficaces parce qu'ils sèment la peur, ils atomisent la société, ils font de sorte que les gens ne veulent pas résister, ils sont apathiques, ils sont résignés, et comme ça, le régime assure sa stabilité et assure sa continuation. Alors, on va évidemment longuement parler des assassinats politiques aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, mais aussi dans l'histoire russe. Quelques victimes de ces assassinats politiques pour se souvenir de leur nom. Évidemment, le dernier en date, Alexeï Navalny. Alors, dans quelles conditions ? On va peut-être en parler. Mort le 16 février 2024 en détention dans le centre pénitentiaire en Arctique. Et puis on en a choisi d'autres. Évidemment, c'est un bon voilà, on aurait pu tous les citer, mais ça aurait été trop long. Boris Nemtsov qui a été tué de 4 balles dans le dos 2015. Berezovsky retrouvé dans sa baignoire mort en Angleterre également en 2013. Sergei Magnitsky, là c'est une mort en prison 2009. Stanislas Markelov et Anastasia Baburova battus en pleine rue 2009. Natalia Estemirova enlevée et assassinée en Tchétchénie en 2009. Et puis Anna Politkovskaya, abattue en pleine rue, c'était en 2006. Je reviens à la mort d'Alexeï Navalny. Sa veuve qualifie Vladimir Poutine de mafieux sanguinaire. Alors, moi, on va essayer de ne pas être caricaturaux dans ce qu'on dit. Est-ce que vous parlez de mafia ? Est-ce que vous dites Poutine est un chef de gang ? Est-ce que vous employez cette rhétorique ? Alors, c'est quelque chose, je pense, qu'on entend depuis même pas mal d'années. Il y a des experts politiques russes, évidemment plutôt proches de l'opposition, qui ont décrit déjà dans des livres le fonctionnement du système Poutine, en quelque sorte, des récompenses entre responsables, la façon dont ils s'organisent, la façon dont ils se punissent entre eux, éventuellement aussi. Donc je pense que l'idée de mafia correspond plutôt à la réalité, et on l'a beaucoup vu d'ailleurs lors de la mort d'Evgeny Prigojine, le responsable de la milice Wagner, où les choses ont ressemblé sur beaucoup de points à la façon dont une mafia se serait vengée d'un traître, en gros. Alors ensuite, une fois qu'on a dit que le système fonctionnait comme une mafia, j'ai la sensation que depuis notamment le début de la guerre, le Kremlin essaie de se créer une sorte de vernis idéologique, une sorte d'idéologie sur lequel son pouvoir pourrait s'appuyer, et ce qui tend parfois à ramener le fonctionnement du pouvoir russe peut-être plus à un pouvoir, alors désolé de le dire comme ça, mais fasciste, avec une idéologie radicale, fasciste, ultranationaliste, néo-nazi sur certains points, en tout cas ultra-radicale.
Et c'est presque ce qui est effrayant dans la Russie d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est en train de passer presque de cette mafia qui, en gros, était dirigée par des délinquants à des gens qui essaient de se mettre une idéologie au-dessus de la tête pour justifier toutes leurs actions, de créer quelque chose de politique dans leur démarche et à laquelle la population est poussée à adhérer. On a entendu dans le reportage d'ouverture Sergueï Medvedev, cet historien russe en exil. Il dit, je le cite, que la Russie est une grande puissance carcérale. Nicolas Werth, il parle même d'une culture carcérale en disant il y a un code d'honneur de la pègre qui s'applique en prison et qui finalement diffuse dans une partie de la société russe. Est-ce que vous attestez de ça d'une certaine façon? Oui, tout à fait, parce qu'au fond, il ne faut jamais oublier que, à l'époque stalinienne, c'était environ 1 adulte sur 6 ou sur 7 qui est passé par le camp ou la déportation. Donc il y a une culture, c'est une réalité, une expérience de la prison, du camp, qui évidemment était à l'époque stalinienne, mais il ne faut pas oublier non plus que même aujourd'hui, le nombre de détenus est extrêmement élevé en Russie. On est de l'ordre d'un demi-million. Et d'ailleurs, je signale que selon une étude récente, entre 100 et 150 000 détenus ont été versés dans l'armée pour échapper à leur peine. Et c'est une vraie pratique qui est présente, parce que notre ami Oleg Orlov, donc responsable de Mémorial Droits de l'Homme, qui a été condamné il y a 1 mois à peine à 2 ans et demi de prison pour avoir, entre autres, écrit un article dans Mediapart qui s'appelait « Ils voulaient le fascisme, ils l'ont eu ». On en parlera dans un instant avec Evelyne, ouais. On lui a proposé, la première chose, lorsque cet homme de 71 ans est arrivé en prison, on lui a proposé un contrat de s'engager dans l'armée. Voilà, quel cynisme. Un cynisme absolu. Ouais. Voilà. Et donc, en effet, oui, il y a une culture, comme il y a une culture de la mafia dans les milieux, disons, dirigeants, il y a évidemment une expérience de l'univers carcéral et une violence de cet univers qui imbibe une grande partie de la société. Je reviens au temps passé par Vladimir Poutine au pouvoir. Il arrive au pouvoir tout début des années 2000, 99-2000. Est-ce qu'il y a plusieurs phases? Et est-ce que peut-être justement 2006, l'assassinat d'Anna Politkovskaya marque une rupture, une étape pour vous, Vera Grantseva? Oui, je crois effectivement qu'il y avait une évolution dans le régime de Poutine, même s'il ne faut pas s'imaginer que tout au début, Poutine était démocrate et après, il a progressé vers l'autocratie. Dès le début, il était assez antidémocrate. Ça revient à son expérience des élections perdues avec le maire de Saint-Pétersbourg en 1996, quand il a vu que la démocratie, c'est quelque chose de risqué. Donc, il ne faut pas faire confiance à ce type de gouvernance. Et quand il était venu au pouvoir, il faut aussi se rappeler que c'était pas quelqu'un qui a fait une carrière politique publique et qui était élu pour ça. Il était nommé, il était désigné comme successeur par un président précédent. Donc dès le début, il n'était pas très démocrate par la nature. Et après, à mon avis, il a utilisé tous les trous que la politique russe avait pour petit à petit, centimètre par centimètre. Et c'est d'ailleurs, pour moi, c'est ça la clé de son succès en Russie. Pourquoi il a pu rester autant au pouvoir? Parce qu'il a avancé centimètre par centimètre. Pour les Russes, c'était pas tellement évident jusqu'à effectivement 2014. Il a rogné sur les libertés petit à petit. Exactement. Ça, il a grignoté les libertés et chaque fois pour les Russes, on se disait c'est juste une petite concession, ça ne change pas grand-chose. Et à la fin, effectivement, on a réussi un régime qui était assez agressif et qui ne voulait pas du tout tolérer une liberté en Russie. Alors, si on cherche à identifier en quelque sorte des étapes, on peut se poser la question évidemment de l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que ça fait franchir un nouveau cap dans la répression politique? C'est ce que nous dit Maria Eismont, qui est l'avocate de Vladimir Kara-Murza, opposant qui purge en ce moment une peine de 25 ans de prison en Sibérie pour haute trahison. On l'écoute. Il a été détenu à l'isolement tout le temps depuis son arrivée à la colonie dans la région d'Omsk. Nous considérons qu'il s'agit d'une détention sous la torture. Imaginez que vous restiez assis toute la journée, à l'isolement, seul, qu'on vous donne un stylo, du papier et des lettres pendant 1h30 par jour et qu'on vous parle très rapidement, 3 fois par jour, pour savoir si vous allez manger ou non. 25 ans de prison pour une critique de la guerre en Ukraine. Paul Gogou, est-ce que
Alors moi, je suis en train de me projeter. Est-ce que ça veut dire que les Russes font, depuis 2 ans, attention à ce qu'ils disent notamment sur l'Ukraine et sur la politique de Vladimir Poutine en public, mais même peut-être dans des dîners, dans des conversations privées. Vous voyez ce que je veux dire? La peur de la dénonciation. Oui, parce qu'il y a eu des histoires de personnes même qui s'appelaient par téléphone. Et je pense notamment, je crois que c'était un policier qui s'était arrivé et qui avait été assez critique au téléphone et on l'avait retrouvé. Alors peut-être était-il sous écoute, sur écoute. Mais ces histoires peuvent arriver. Des choses qui ont aussi des histoires qu'on entend beaucoup. Des professeurs qui vont dire quelque chose en classe. Et puis il y a un des étudiants, un des élèves qui va raconter ça bien à ses parents ou bien un responsable et ça va remonter à la police. Les gens comprennent qu'on peut faire des dénonciations au procureur maintenant pour, si on a un doute sur des propos qui ont été tenus ou sur un post sur Internet, et ce serait bien de le vérifier. Donc ce sont des choses qui se développent et évidemment les Russes connaissent et voient que ces histoires arrivent, donc on fait un peu plus attention. Pour autant, c'est un peuple assez étonnant parce que vous avez ces situations, effectivement, les gens vont avoir peur de parler, ils vont pas oser vous dire des choses. Et puis d'autres situations, moi j'ai eu cette expérience en décembre, j'ai traversé toute la Russie en train, j'ai fait Vladivostok-Moscou, et je me retrouvais des fois dans des wagons où les Russes venaient me raconter leur vie, venaient m'expliquer à quel point ils en avaient marre de Poutine, de la guerre, alors que je n'avais strictement rien demandé, et que j'avais commencé par dire que j'étais français et journaliste. Ouais. Mais parce qu'on était enfermés dans le wagon, on fermait la porte, et puis alors là, on était 4 personnes, et on discutait ensemble, en partant du principe que personne nous entendait. Ouais. Et donc, ça peut aussi arriver, mais il y a cette chose un peu soviétique, quelque part, de, effectivement, retourner dans la cuisine pour parler politique. Ouais. Et on m'a fait une remarque récemment, je m'en étais jamais rendu compte, mais les cuisines sont les pièces généralement les plus éloignées de la porte d'entrée d'un appartement. Parce que j'avais une proche qui écoutait quelque chose un peu critique du pouvoir et sa fille lui dit mais on l'entend dans le couloir ce que tu es en train d'écouter. Oui, donc attention, les voisins écoutent peut-être à la porte, voilà, exactement. On sait qui, donc parlons dans la cuisine. Et voilà, il y avait un voisin dont on n'était pas très sûr et du coup, voilà. Ça veut dire que la société russe, elle est coupée en deux là ou pas? On peut vraiment dire qu'elle est coupée en deux. Il y a ceux qui adhèrent à l'invasion en Ukraine, et ceux qui sont contre et qui se taisent ou qui le disent comme ça doucement, comme vous dites, dans des wagons, ou attention, pas aux oreilles. Des fois, en fait, je me demande à quel point c'est réellement coupé en deux, parce que j'ai l'impression que ceux qui vont vous dire, vont être critiques du pouvoir, vont quand même être capables parfois d'aller voter Poutine au bon moment, parce qu'on est en guerre, parce que c'est pas le moment de déstabiliser la Russie en allant voter pour quelqu'un d'autre. Enfin, il y a cette idée-là qui ressort parfois. Et puis, pareil, du côté des échelles, c'est super difficile de dire à quel point les Russes vont être anti-Poutine, ou en tout cas critiques de Vladimir Poutine en coulisses, ou le soutenir réellement. Moi, j'arrive pas vraiment à l'évaluer, et pourtant, je passe beaucoup de temps sur le terrain. Effectivement, c'est très difficile d'aujourd'hui faire l'analyse sociologique de la société russe, parce que, exactement, parfois, les gens étaient arrêtés après qu'ils ont donné un commentaire aux médias dans la rue. Parfois, il y avait des cas comme ça aussi, notamment pour CNN, mais aussi pour les autres médias. Mais il y avait une analyse sociologique auquel je fais confiance, parce qu'il a essayé de voir qu'est-ce qui est derrière le soutien de façade. Parce qu'en fait, en Russie aujourd'hui, il y a une réponse qui est acceptée par la société, que tu dois soutenir la guerre. Donc, au premier abord, souvent, les gens disent oui, je soutiens, parce que si tu dis non, tu vas directement en prison. Et il y avait une équipe de sociologues indépendants russes qui ont essayé de formuler des questions de contrôle pour voir au-delà de ce soutien de façade. Et ils ont révélé qu'à peu près en Russie, il y a une minorité qui est contre la guerre. Ces gens-là sont prêts même à le dire ouvertement par le téléphone. Il y a à peu près 20% de gens comme ça. 20% des gens qui sont pour la guerre, qui croient qu'il faut exterminer les nazis. Et le reste au milieu, ce sont les gens conformistes qui ne veulent pas ni financer la guerre, ne veulent pas y aller, ne jugent pas ceux qui s'opposent à la guerre. C'est aussi un indicateur assez important. Donc, à mon avis, la majorité des gens en Russie, ils essaient de ne pas voir que cette guerre existe, ils essaient de ne pas y penser, ne pas les prendre en compte et surtout échapper la participation à tous les niveaux dans cette guerre. Ouais, alors, on va revenir et parler longuement tout à l'heure des assassinats politiques, de cette... Peut-on parler d'une tradition de l'assassinat politique dans l'histoire russe? Vous verrez, ça va être très intéressant. Mais d'abord, que reste-t-il de l'opposition politique en Russie? Voilà la question qu'on va aborder dans un instant avec vous, Asdine. D'abord, un témoignage. Leonid Volkov, c'est l'ancien bras droit de Navalny. Il raconte comment il a été agressé à son domicile. Il n'est pas en Russie, il est à Vilnius, en Lituanie.
Il voulait faire de moi un bout de viande. Une personne m'a attaqué avec un véritable marteau à hacher la viande, juste devant ma maison dans la cour. Il a frappé ma jambe une quinzaine de fois. Par miracle, elle me fait juste mal quand je marche. Mais les médecins disent qu'il n'y a pas de fracture. Mon bras, lui, est cassé. Cela guérira avec le temps. L'essentiel est que nous travaillerons encore et que nous n'abandonnerons pas. Voilà, et en entendant ce témoignage, Asdine, on dit qui ose, comment s'opposer à Vladimir Poutine? Il y a un constat terrifiant en préparant cette chronique. Thomas, vous avez commencé l'exercice tout à l'heure. La liste des opposants morts est plus dense que celle de ceux qui sont encore actifs, et ceux qui sont en vie sont soit en exil, soit en prison. Je vais d'abord commencer par ceux qui sont détenus, souvent dans des conditions, et c'est un euphémisme, extrêmement difficiles. Oleg Orlov, je vous regarde, militant pour les droits humains et coprésident de Mémorial, une ONG, on le rappelle, lauréate du prix Nobel en 2022. Il va multiplier les dénonciations de l'offensive russe en Ukraine et a notamment, vous l'avez dit, co-signé une tribune critique au régime publiée par Mediapart. Ce sont ces prises de position qui lui ont coûté la liberté. En février, il a été condamné à 2 ans et demi de prison. Il avait décidé de rester en Russie pour continuer le combat. Autre voix, dissident derrière les barreaux, le journaliste et homme politique Vladimir Kara-Murza. Lui aussi avait critiqué l'agression russe en Ukraine. Il y allait frontalement, il plaidait pour l'adoption de sanctions contre le régime de Vladimir Poutine. En retour, le dictateur russe l'a fait condamner pour haute trahison, vous l'avez dit, 25 ans de prison et un placement en isolement. Dans les geôles russes croupit également un proche d'Alexeï Navalny, Ilya Yashin. Au lendemain de la mort de son ami de longue date, il avait juré de poursuivre le combat. Le 2 décembre 2022, il avait été condamné à 8 ans et demi de prison pour avoir diffusé, je mets des guillemets, des fausses informations sur l'armée russe. Il a également été poursuivi pour avoir dénoncé les assassinats de masse à Boutcha. Près de Kiev, Boutcha. Et puis il y a aussi ceux qui ont choisi l'exil. Oui, le cas le plus emblématique, évidemment, c'est le champion d'échecs, Garry Kasparov, 17 août 2022. Il est interpellé pour avoir participé à une manifestation contre le Kremlin, craignant pour sa vie. Il s'exile et vit aujourd'hui à New York. Il a obtenu un passeport croate et ne se déplace jamais sans ses 5 gardes du corps. Le 7 mars dernier, la Russie l'a placé sur la liste des terroristes et extrémistes. Je citerai aussi Mikhail Khodorkovsky, ancien PDG de la compagnie pétrolière Lukos, passé dans le camp des opposants. Il vit à Londres depuis 2015. Et enfin, je terminerai par celle qu'on surnomme la première dame de l'opposition, Yulia Navalnaya, veuve d'Alexeï Navalny, réfugiée en Allemagne. Cet économiste a promis: je poursuivrai l'œuvre d'Alexeï Navalny, je continuerai pour notre pays avec vous, et je vous appelle à tous à vous tenir près de moi. Pardon. Oui, et puis un dernier mot, Asdine, sur la possibilité pour une opposition, dans ces conditions, d'émerger. En fait, Vladimir Poutine enferme ses opposants dans un dilemme insupportable. Ceux qui restent sont tués ou emprisonnés, et ceux qui ont choisi la vie, l'exil, sont qualifiés de déconnectés de la société russe, ou pire, d'agents doubles au profit des ennemis occidentaux. Et puis il y a la troisième catégorie, qu'on oublie parfois, ceux qui sont exilés et sont tout de même assassinés par les forces du FSB. On se souvient de l'ex-espion Alexandre Livanenko, devenu lanceur d'alerte. Il a été empoisonné au polonium, on se rappelle de ces images, alors qu'il avait fui son pays pour vivre à Londres. Il meurt le 23 novembre 2006. Merci beaucoup, Asdine. Nicolas Werth, là on est encore sur la thématique, on va dire, générale de... Alors il y a les assassinats dans ce que vient de nous raconter Asdine, mais les formes que prend la répression aujourd'hui, parce qu'il y a les assassinats, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, quoi. Les formes que font la répression, bon, d'abord il faut savoir qu'il y a tout un arsenal juridique qui a été renforcé et depuis la guerre, bien sûr, depuis 2022, avec notamment les articles 280 et 282 du Code pénal, qui permettent donc de condamner une personne pour discrédit des forces armées russes ou pour appel public à violer l'intégrité territoriale de la Russie. C'est-à-dire que si vous déclarez sur un blog internet, par exemple, que vous considérez que la Crimée ne fait pas partie de la Russie, vous tombez sous le coup de ces articles, et ces articles vont jusqu'à donc 10 ans voire 15 en circonstances aggravantes de prison. Donc on a créé un cadre légal pour accélérer, amplifier la répression. Voilà, il y a un cadre légal, et puis il y a aussi
dans la Constitution qui a été amendée en 2020, il y a cette mention, article 67, la Fédération de Russie protège la vérité historique. Donc ça veut dire que... C'est le thème de votre livre, Vladimir Poutine, historien en chef. Quoi. Il réécrit l'histoire en quelque sorte. Il réécrit totalement l'histoire. Dans les manuels scolaires, l'histoire est totalement réécrite. Et il y a des... Bon, j'ai fait un dernier article dans le dernier numéro de l'Histoire sur justement ces manuels scolaires aujourd'hui qui ont été réécrits par l'ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinsky, donc que l'on voit avec Poutine sur une photo en train de voir ses manuels scolaires, où, par exemple, on n'y a quasiment plus de mention du goulag, une demi-page, pas de mention des répressions de masse de l'époque stalinienne, et les derniers chapitres s'appellent l'opération militaire spéciale, où l'on explique aux élèves que la Russie se défend contre la junte militaire nazie, néo-nazie, mise en place par l'Occident collectif après le coup d'État. Dans le manuel scolaire, c'est dans les nouveaux manuels qui sont sortis en septembre 2023. Et on a donc 2 chapitres sur cette opération militaire spéciale. Et donc cette question, comment une opposition peut-elle émerger dans un tel contexte, évidemment. Et Vera Grantseva, est-ce qu'il y a un nouveau, une femme ou un homme d'ailleurs, Navalny, potentiel ou déjà? En fait, il y a plusieurs personnalités aujourd'hui en opposition, en émigration. C'est tout d'abord Yulia Navalnaya elle-même qui a succédé à son mari. Elle a déjà une certaine notoriété dans la société russe depuis que Navalny s'est engagé dans la politique. Il y a des autres en fait opposants comme par exemple Maxime Katz qui est aussi très écouté. Et en fait, à mon avis, c'est aussi assez malin du régime de Poutine de chaque fois insister sur le fait que l'opposition en exil, il est déconnecté de la réalité, personne ne l'écoute. En fait, c'est faux. Si on voit les statistiques, les chaînes d'opposition en immigration, qui les regarde? 70%, ce sont les Russes en Russie. Et tous mes amis russes, d'ailleurs, ils regardent ces chaînes-là. Donc, à mon avis, il ne faut pas chercher un homme providentiel dans l'opposition russe. Il faut plutôt voir le rôle qu'il joue aujourd'hui dans les débats politiques. Il, quand même, laisse les Russes s'informer par les médias alternatifs. Et ça joue aussi un rôle. Donc, c'est 20%. Donc ça, c'est toujours possible aujourd'hui? Oui, c'est toujours possible. Ça veut dire, d'une certaine façon, Vladimir Poutine laisse faire. YouTube, pour l'instant, n'est pas interdit. C'est une grande question et c'est là-bas que les Russes s'informent sur les médias alternatifs. Et c'est un grand débat pour le régime de Poutine. Est-ce qu'il faut interdire YouTube? Parce que ça reste un moyen, effectivement, de s'informer. Après, sur Telegram aussi, il y a plusieurs chaînes d'opposition. Donc, ils font leur travail, à mon avis, important. Ils ne peuvent pas renverser le régime. Le régime est trop fort. C'est l'État policier aujourd'hui, à ce stade-là, c'est un apogée du régime où les répressions sont fortes, impossible de le renverser démocratiquement. Mais néanmoins, le rôle de l'opposition en exil est important parce qu'elle aide de maintenir les gens qui sont contre le régime en Russie. Paul Gogou, après la mort de Navalny, on a quand même vu des milliers de Russes courageux venir lui rendre hommage. Est-ce que, c'est pas une colle, mais est-ce que certains ont été inquiétés depuis, voire emprisonnés, ou est-ce qu'ils ont bénéficié d'une certaine, je sais pas, d'une forme d'immunité? Bon, on laisse une fenêtre d'expression à ce moment-là. Alors, clairement, c'est la façon dont les autorités ont géré cette situation, ça ressemblait effectivement à une sorte de soupape. On comprend qu'il y a un risque politique qui est né de l'assassinat, de la mort en tout cas de cet opposant. Vladimir Poutine s'est même permis une remarque ensuite ce sont des choses qui peuvent arriver de mourir en prison. Et donc il y a un côté cynique qui aurait pu exciter, énerver une partie de la population. Donc je pense que ces funérailles, on a laissé faire, encadré. Je suis retourné il n'y a pas très longtemps dans ce cimetière. Il y a des caméras de reconnaissance, des caméras de vidéosurveillance et reconnaissance faciale comme celles qu'on a dans le centre de Moscou, alors que là on est en banlieue de Moscou, qui ont été installées à l'entrée du cimetière. Donc on sait quand même très bien qui vient. Il y avait donc ça veut dire que tous ceux qui viennent rendre hommage à Navalny potentiellement sont fichés, quoi. Ah oui, moi quand j'y suis allé la dernière fois, il y a même une voiture à l'entrée avec 2 hommes à l'intérieur qui nous filmaient et qui nous prenaient en photo. Donc visiblement on continue à suivre. D'être dans
dans un film, un mauvais film d'espionnage, mais c'est la réalité. Un mauvais film, exactement. Donc il y a une surveillance qui se fait. On a juste eu l'exemple de cette journaliste, j'avais oublié son prénom, mais son nom de famille c'est Favorskaya, qui elle a couvert Navalny jusqu'au bout, qui est la dernière à l'avoir filmé à travers un écran, et qui elle a été arrêtée après s'être rendue dans le cimetière, mais a priori c'était lié aux travaux qu'elle avait produits jusque-là. Voilà, mais pour l'instant non, parce que il y a aussi parce que les Russes me disaient dans le cimetière, en fait la loi nous interdit pas de nous rendre dans un cimetière, tout simplement. Est-ce qu'il n'est pas plus populaire, aujourd'hui, mort, que lorsqu'il était vivant, Alexei Navalny, où on nous disait quand même qu'il n'y avait pas une ferveur populaire comme on aurait pu l'imaginer nous ici, avec cette icône qu'on croyait icône de la dissidence russe. On se pose la question depuis toujours avec Alexei Navalny, pourquoi le Kremlin lui porte autant d'attention, pourquoi ils s'en prennent autant à lui, parce que c'est vrai qu'à l'origine il n'était pas très connu des Russes, et ceux qui le connaissaient, on en parlait un peu, en Russie il y a vraiment cette chose de dire si vous vous opposez au pouvoir, c'est que vous êtes lié d'une façon ou d'une autre à l'étranger, c'est qu'il y a quelque chose de louche derrière, et ça fonctionne très bien en Russie. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les opposants à l'étranger ont du mal à se faire entendre partout. Alors, on va y revenir au cas Navalny et à ce que ça change là depuis sa mort, les conditions de sa mort. Mais je voudrais, comme promis, qu'on fasse un peu d'histoire, revenir sur l'histoire des assassinats politiques. Tam Tranui est juste derrière le rideau, désormais célèbre de Sens Public. Rebonsoir, Tam. Beaucoup d'assassinats politiques, finalement, dans l'histoire de la Russie. Oui, voilà. En Russie, vous avez la vodka, les matrioshkas et les assassinats. Quelques traditions que l'on retrouve tout au long de l'histoire de la Russie, de l'empire des tsars à l'époque contemporaine, vous en avez largement parlé, en passant par l'URSS. Parmi les plus célèbres de ces petits meurtres entre amis, on pense à Léon Trotsky, à droite ici, qui fut avec Staline, à gauche donc, l'un des principaux lieutenants de Lénine et qui finit assassiné sur ordre de son ancien camarade qu'il avait fait poursuivre jusqu'à Mexico. Il a échappé une première fois à des tirs en se jetant sous son lit et puis a fini tué au piolet par un communiste espagnol agissant sur ordre du grand guide des peuples en 1940. Alors vous êtes remonté encore plus loin, autre célèbre meurtre lié au pouvoir, celui de Raspoutine. Oui, il est resté dans la légende, comme le moine fou qui avait envoûté les Romanov et surtout la tsarine. Il est mort assassiné par le premier cercle de la famille impériale qui craignait sa mauvaise influence. Alors comment ça s'est passé? Un empoisonnement raté suivi de plusieurs coups de feu avant d'être jeté dans la Neva gelée dans une nuit de décembre 1916. Et puis je suis revenu encore bien plus loin, Thomas, puisque si on revient aux fonds baptismaux de la Russie, au Xe siècle, on retient aussi que Vladimir Ier, grand prince de Kiev et que les Russes célèbrent comme saint le 15 juillet, est arrivé au pouvoir après que l'un de ses frères a tué l'autre et que lui-même a fini par faire assassiner le survivant, non sans avoir en plus violé sa femme. Bon, alors on parle d'une tradition politique sanglante en Russie, mais bon, on peut faire ça un peu dans tous les pays, non? Oui, si on pense par exemple outre-Manche, entre Marie Stuart, reine d'Écosse, qui a été décapitée sur ordre d'Élisabeth, reine d'Angleterre. Si on pense à chez nous, au duc de Guise, par exemple, tué sur ordre d'Henri III, nous ne sommes bien sûr pas en reste. C'est d'ailleurs ce que reconnaît l'historienne Hélène Carrère d'Ancos, qui a consacré en 1988 un essai à ce sujet, Le malheur russe, essai sur le meurtre politique. Dans ce livre, elle explique que certes, toutes les sociétés ont eu recours au meurtre, mais la Russie puis l'Union soviétique l'ont utilisé, selon elle, de façon continue comme un mode d'exercice du pouvoir. Elle y parle de l'éternelle liaison entre meurtre et politique en Russie. Elle parle d'une tradition meurtrière qui a façonné l'histoire, mais aussi la conscience collective russe où la crainte, la violence sont donc inextricablement liées à la politique. Et donc, si on extrapole cette réflexion qui date de bien avant l'arrivée de Poutine au pouvoir, puisque ça date de 1988, on se dit que finalement, lorsque Vladimir Poutine utilise l'assassinat à tout va, il renoue avec un mode de gouvernement multiséculaire en Russie, son lointain prédécesseur, Vladimir Ier. Finalement, c'est la période qui a précédé les années Poutine, Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev, Helsinki, qui se contentèrent de la mort symbolique de leurs prédécesseurs où le meurtre n'était plus la règle, qui est une parenthèse dans l'histoire russe. Merci beaucoup, Tam, pour ce regard historique et évidemment trop rapide, Nicolas Werth. Mais est-ce qu'il y a
Est-ce que vous reprenez ce que une carrière d'Encausse disait, c'est une sorte de tradition de l'assassinat politique en Russie? Alors il ne s'agit pas de dédouaner Vladimir Poutine, mais finalement il s'inscrirait dans cette tradition. Oui, on peut parler bien sûr d'une tradition, c'est vrai, mais dans d'autres pays, il y a eu aussi des assassinats politiques, aux États-Unis et d'autres. Bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'assassinat politique, par exemple en Union soviétique, il y a eu très peu d'assassinats d'hommes politiques. Et le seul qui a été véritablement assassiné, Sergueï Kirov, l'un des proches de Staline, qui a été assassiné par quelqu'un qui était jaloux parce que Kirov aurait été l'amant de sa femme. C'était donc pas du tout un assassinat commandité par Staline comme on l'a longtemps pensé. A été le prétexte à des purges et à une terreur sanglante. C'est ça qui est intéressant, c'est comment l'assassinat politique finalement est une arme de terreur massive, on pourrait dire ça comme ça. Est une arme de terreur massive, puisque au fond, ce que l'on reprochait officiellement à tous ces malheureux, c'est d'avoir été des complices de l'assassin de Kirov. Et donc, en l'occurrence, ce seul assassinat politique de l'époque soviétique a été le prétexte à des répressions de masse. Alors ça peut permettre de comprendre, parce qu'on a commencé à se poser la question tout à l'heure autour de la mort de Navalny. Essayons de comprendre pourquoi Vladimir Poutine... Alors, l'a-t-il commandité? On ne sait pas. Est-ce qu'on le saura un jour? Ça va être compliqué d'enquêter. Mais bref, avant de vous entendre tous les deux, tous les trois sur cette question, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. C'était lors d'une conférence de presse à Paris avec Volodymyr Zelensky. On est peu de temps après l'annonce de la mort de Navalny et il parle de la Russie de Poutine. Elle a perdu stratégiquement enfin parce qu'elle met au goulag ses esprits libres, qu'elle les y condamne à mort, à l'instar de M. Navalny, dont je salue la mémoire et l'engagement. Et je pense ce soir à son épouse, à sa famille. Lui qui dément le déclin du courage contre lequel nous mettait si justement en garde Solzhenitsyn. Oui, la mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Paul Gogo, question là aussi, c'est sans doute très difficile de répondre. Est-ce qu'on saura un jour comment est mort Navalny? Effectivement, non, ça va être compliqué parce que au moment de son empoisonnement, 2 ans plus tôt, si je me trompe pas, là c'était plus simple, on va dire, parce que ça s'est passé dans un lieu public avec des médecins, les premiers médecins qui sont intervenus, qui visiblement ne faisaient pas partie de l'opération. Et donc eux, ils ont sincèrement tenté de le soigner et c'est certainement ce qui lui a sauvé la vie à ce moment-là. Derrière des enquêtes, il y a beaucoup de maladresse au sein des services de renseignement russes, donc on a appris des choses, on a eu des noms d'agents. Et puis voilà, la différence, c'est que là, il était dans le milieu carcéral, dans cette colonie, au-delà du cercle arctique, avec des médecins qui visiblement seraient intervenus, mais des médecins qui sont liés à ceux qui dirigent cette colonie pénitentiaire. Et tout a été fait pour qu'on n'en sache pas plus, effectivement. Vera Grantseva, est-ce qu'on peut lier la mort de Navalny au contexte électoral en Russie? C'était finalement peu de temps avant les élections. Alors ces élections, elles étaient jouées d'avance, mais est-ce que c'est pas aussi un message que Vladimir Poutine envoie à ce moment-là? Comment vous l'interprétez, vous? Oui, à mon avis, c'était fait en perspective des élections qui s'approchaient, parce qu'il faut aussi se rappeler que même en étant en prison, Navalny continuait à influencer la politique russe avec son équipe qui est à l'étranger. Mais lui, en prison, il passait le message par son avocat. Il y avait les tweets qui continuaient à influencer la politique en Russie. Donc le régime a essayé de faire tout pour le faire taire. Donc il était d'ailleurs un tiers de son temps, il a passé dans une cellule de punition où il pouvait plus communiquer, mais malgré tout ça, quand même, il arrivait à influencer la politique. C'est pourquoi le régime n'a pas eu le choix, mais aller jusqu'à son assassinat, qui était peut-être, d'ailleurs, qui était progressif. Peut-être, il ne sait pas, c'est passé à la veille, peut-être c'était... Il y a plusieurs versions, on n'a pas effectivement des preuves, mais ça pouvait être aussi un empoisonnement qui a pris plusieurs jours ou semaines, ou peut-être c'était juste les conditions en général dans lesquelles elle était placée, qui ont fait que elle était morte. Mais même
dans les conditions de prison, il restait un opposant à Poutine, il restait un vrai défi pour Poutine. C'est pourquoi, bien sûr, c'était quelques semaines avant les élections, c'était assez risqué de le garder comme ça, comme participant du procès politique. C'est pourquoi, à mon avis, il y avait une décision de le faire taire définitivement. Nicolas Werth, pardon, c'est peut-être un peu trivial, mais est-ce qu'il y a une arme fétiche du FSB ou à l'époque du KGB, des services soviétiques, le poison c'est souvent ce que j'ai lu, mais... Écoutez, il n'y a pas de parapluie, comme on le montrait dans des bandes dessinées, le parapluie bulgare, mais bon, l'empoisonnement, on le sait, et semble avoir été une technique assez utilisée. Mais il faut aussi savoir que, au fond, les gens meurent en prison, tout simplement à la suite de conditions particulièrement éprouvantes. Et puis, il y a toujours, au fond, ce vieux principe de l'organisation du goulag, c'est-à-dire qu'on met les prisonniers politiques avec les pires détenus de droit commun, qui leur rendent la vie impossible. C'est le grand thème de tous ceux qui ont écrit sur le goulag, Chalamov en premier lieu, Solzhenitsyn et d'autres, c'est-à-dire de rendre la vie insupportable aux politiques par des véritables membres de la pègre qui sont stipendiés par l'administration pour rendre la vie insupportable aux vrais opposants. Ouais. Et alors, on voit que, et on l'a vu dans la liste des opposants politiques assassinés en tout début de débat, que évidemment l'exil ne protège pas, Paul Gauguin. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans cette, on essaye de comprendre la tradition de l'assassinat politique ou la longue histoire de l'assassinat politique en Russie. Il y a beaucoup d'opposants ou d'anciens membres des services secrets devenus lanceurs d'alerte qui ont été empoisonnés ou assassinés à l'étranger. Oui, effectivement. Et il y a quelques années encore, on se rend compte que les agents des services de renseignement russes parviennent encore à voyager en Europe. Ils passent souvent par la Suisse. Ils arrivent du côté de Lyon, en France. Certains vont dans le sud de la France. Enfin, ils ont une capacité à se déplacer en Europe qui pose beaucoup de questions, évidemment, avec cette volonté. Alors, il y a une légende que j'ai souvent entendue qui consistait quasiment un peu à glorifier Vladimir Poutine en le disant comme ça, de dire que Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui va assassiner les traîtres et puis qui va emprisonner les opposants parce que les opposants ont eu le courage de s'opposer à lui. Et je parle de ça parce que la réalité, et quand on prend du recul, effectivement, c'est que tout le monde est assassiné, les traîtres comme les opposants. Mais c'est vrai que les opposants, on a quand même cette volonté d'aller les chercher jusqu'à l'étranger si besoin. Ouais. Même si on a une consoeur russe qui travaille pour Novaya Gazeta, pour Echo de Moscou, qui est à Berlin en ce moment et qui a aussi, elle aussi, été empoisonnée il y a encore 1 an et demi de cela. Donc tout le monde peut être touché par ça. Oui, il nous reste 1 minute. Je voudrais que vous nous racontiez une histoire quand même, Vera Grantseva, qui concerne justement un ancien agent des services secrets russes devenu lanceur d'alerte, Alexandre, vous l'avez évoqué, Litvinenko, empoisonné au polonium. C'est intéressant parce qu'il faut nous dire... On sait par qui il a été empoisonné et dire ce qu'est devenu l'un de ceux qui l'a empoisonné. Je voudrais bien qu'on termine avec ça. Oui, effectivement, c'est très, à mon avis, ça raconte-nous bien la nature de ce régime et la responsabilité qu'il porte sur ces assassinats politiques, parce qu'Alexandre Litvinenko était effectivement empoisonné à Londres en 2007 et on a bien identifié les gens qui lui ont mis polonium dans une tasse de thé qu'il a bu dans l'hôtel. Et cette personne, après, s'est retrouvée en Russie et même plus que ça, il était élu, en guillemets, comme député à la Douma russe. Donc il a reçu une immunité, parce que c'est d'ailleurs un moyen pour protéger pour les persécutions légales possibles. Cette personne, aujourd'hui, participe dans la politique russe et même appelle à l'extermination des traîtres en Russie et dans le monde entier. Voilà, une dernière histoire édifiante. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Nicolas Werth, le Poutine historien en chef, publié aux éditions Gallimard. Et puis Paul Gauguin, opération spéciale 10 ans de guerre en Russie, en Ukraine, vue depuis le Donbass, aux éditions du Rocher. Merci encore. Voilà, c'est la fin de ce Sens Public. Je vous dis à demain, 18h, 22h. Et puis notez que Dominique Schelcher, le directeur général de Système U, sera l'invité de la matinale d'Oriane Mancini. Demain, il sera 8h du matin. Belle soirée.